je me suis dit comment je peux m'en sortir. Donc j'ai commencé à lire des bouquins d'immobilier, j'ai commencé à écouter des podcasts, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube. En fait, je me suis intéressé aux finances personnelles. J'ai personne qui m'a mis sur le chemin. C'est simplement moi qui ai fait la démarche, une démarche très solitaire. Et je tombe sur ce parking horrible, pourri, dont personne ne veut. Vraiment le truc, mais insultant quoi. Et je me dis, mais ça c'est pour moi. Et go, quand je vois le locataire, je lui file mon RIB, il me file 45 € le premier du mois. Je me dis, Alex, tu vas peut-être pas être commercial toute ta vie. Il y a un autre avenir qui t'attend. Et là, il y a un gros déclic, une lumière qui s'allume dans ma tête. Réinverser le rapport de force en disant, je comprends pas, vous prenez pas mes coordonnées. En gros, vous me prenez pas au sérieux. Je m'asseyais en face et là, je me faisais respecter. Tu vois, il faut se faire respecter en fait. J'insiste sur le fait d'aller sur le terrain et je pense que les 3/4 des parkings que tu as achetés, tu les as pas forcément trouvés sur les sites d'annonces. C'est le terrain. Moi aussi, je veux une Porsche Macan. Moi aussi, je veux une maison. Pourquoi je l'ai pas? J'ai créé une boîte et j'ai commencé à investir dans les startups. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Limo sans cravate. Aujourd'hui, on accueille, pour la première fois à distance dans le podcast, on accueille Alexandre Lacharme. Salut Alexandre. Salut. Salut Alex et Thibaut. On est très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Alexandre, c'est quelqu'un qui a démarré assez tôt dans l'investissement immobilier. Il a une stratégie bien à lui et particulière qu'il va nous présenter aujourd'hui, entre autres, qui est l'investissement dans les parkings. Donc je pense que c'est un sujet intéressant à traiter et qui, dans la conjoncture actuelle, peut être intéressant pour vous si vous souhaitez vous lancer dans l'immobilier. Parce qu'on va le voir, c'est des produits qui sont quand même plus accessibles que la plupart des lots immobiliers classiques. Donc déjà, dans un premier temps, Alexandre, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas? Écoute, merci à vous deux. Merci de me recevoir sur votre podcast. Ça me fait hyper plaisir. Je m'appelle Alexandre, je suis entrepreneur et investisseur immobilier depuis 10 ans. J'ai commencé en 2013. J'avais pas forcément beaucoup d'argent et je voulais investir, je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement. Et j'ai commencé à acheter un parking pour mettre une seule moto. Donc c'était un parking à 4 000 €. Donc tu peux pas faire moins cher, je pense, à Paris en termes d'immobilier. Même une cave, à mon avis, c'est plus cher aujourd'hui. Et du coup, je me suis lancé. C'est à peu près tout ce que j'avais. J'ai pas fait de crédit, bien sûr, pour 4 000 €. Je l'avais acheté en fonds propres, mais j'étais au max, quoi. C'est à peu près tout ce que j'avais. Et je me suis spécialisé dans l'investissement dans les parkings à crédit en side business, donc avec de la dette et pour louer à des motos et des scooters. Donc c'est vraiment la niche du parking dans la niche puisque c'était pour des motos. Donc je me suis vraiment spécialisé et j'étais tout seul. J'avais aucune concurrence, j'en parlais pas du tout à l'époque. Et j'ai pu développer à côté de mes jobs pendant 10 ans. Ok. Donc là, tu nous as un petit peu évoqué que c'était à Paris, donc ton premier. Est-ce que tu es originaire de là? Oui, je suis parisien. Après, j'ai aussi j'ai investi en dehors un peu de Paris, en banlieue. Et puis, j'avais investi aussi un peu dans le sud. Mais je suis originaire d'ici. Et pourquoi j'ai investi à Paris? Pas parce que je pense qu'à Paris, et je pense que c'est uniquement à Paris qu'on peut le faire. J'aime beaucoup toutes les régions de France. Mais c'est juste que c'est une question de bon sens. C'est que je préfère investir près de chez moi. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est plus pratique si je veux faire une rotation de locataire. La deuxième raison, c'est que je connais mieux l'environnement. Et moi, tu sais, j'ai une approche très marketing dans le sens où je définis le persona que je veux, le client que je veux. Et j'ai besoin de le connaître, de le comprendre, de comprendre ses habitudes. Et ce ne sera pas forcément le même client dans Paris intramuros qu'au fin fond de la Corse ou à Cannes ou à Antibes. Donc, ce n'est pas forcément le même profil. Il n'a pas forcément le même véhicule, les mêmes besoins. Ouais, et du coup, même, je veux maîtriser quel est mon client. J'avais déjà cette notion un peu business. Et du coup, c'était plus simple pour moi de viser d'abord le client et ensuite de trouver le bien immobilier pour pouvoir lui louer. Ouais, clairement. Et même d'un point de vue marché, quoi. C'est-à-dire que forcément, tu vas mieux connaître les rues, les endroits, entre guillemets, où c'est stratégique d'avoir une place de parking, les endroits où c'est peut-être moins évident, quoi. Exact. Donc, ok. Très clair. Et du coup, à ce moment-là, quand tu as investi dans ta première place de parking, tu faisais quoi? Quelle était ta situation? Ta situation à l'époque? Situation, j'étais en alternance, comme apprenti commercial en alternance, je gagnais 900 € par mois de salaire fixe. Il y avait un peu plus avec les commissions, c'était extrêmement difficile. Il fallait faire de la prospection à froid, de la chasse, il n'y avait pas de fichier client, j'avais pas d'argent. Je vivais à Paris, j'avais un loyer, j'aimais bien les
les beaux vêtements, les vacances au ski, les vacances dans les Caraïbes. Enfin bref, je me croyais beaucoup plus riche que je ne l'étais. Et du coup, j'avais pas une thune, quoi. Et Et à d'où la t'es fin du venue mois, c'était l'idée compliqué. d'où t'es venue l'idée justement de te lancer dans l'immobilier et dans les places de parking? Bah, Parce qu'il y a pour plein gagner d'autres de choses. l'argent, pour m'en sortir, parce que j'avais pas de thunes. Et je me suis dit, comment je peux m'en sortir? Donc j'ai commencé à lire des bouquins d'immobilier. À l'époque, en 2010, 11, 12, il n'y avait pas grand-chose. En français, tu avais un ou deux bouquins ou trois bouquins qui existaient sur le sujet. Aux États-Unis, il y en avait un peu plus. J'étais pas hyper bon à l'époque en anglais. J'ai commencé à écouter des podcasts. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube. En fait, je me suis intéressé aux finances personnelles. Ouais. Donc déjà, tu vois, il y a une démarche de ma part. Ouais. C'est pas arrivé, c'est pas un truc de famille, tu vois. J'ai pas quelqu'un dans ma famille qui m'a expliqué. Déjà, je suis enfant unique déjà, donc j'ai pas de grand frère, de grande sœur ou de je ne sais qui ou j'ai personne qui m'a mis sur le chemin. C'est simplement moi qui ai fait la démarche, une démarche très solitaire. Une démarche, tu vois, tout seul dans ta chambre, tu dis mais comment je vais faire? Et bah tu vas regarder sur Fnac, sur Amazon, tu vas passer ton temps dans les rayons et tu essaies de te dire bah, comment je vais faire. Donc tu te mets dans un état d'esprit positif, tu fais du sport, etc. Donc déjà dans le mental, il y avait un travail. Et après, bah, fatalement, l'immobilier vient dans la conversation. Quand tu t'intéresses aux finances perso, bah, à un moment, bien sûr. l'immobilier arrive dans la conversation. Et je me suis dit, bah, l'immobilier, j'ai pas de thunes, comment je fais? Je peux pas faire un crédit, je suis en alternance. Enfin, tu peux faire en réalité un petit crédit, mais pas pour acheter un appartement. Paris, c'était super cher. Tu vois, c'est pas comme si je vivais à Tours ou à Angers ou à Caen. Paris, c'était déjà très très cher. Donc du coup, le parking, why not? Puis, du moins cher au plus cher sur ce loger, et je tombe sur ce parking horrible, pourri, dont personne ne veut. Vraiment le truc, mais insultant, quoi. Et je me dis, mais ça, c'est pour moi. Et go. Et c'était bien positionné dans Paris ou c'était dans un quartier pas, enfin voilà, dans l'hypercentre? En devenir, c'était un quartier un peu bobo. Aujourd'hui, c'est bobo, mais à l'époque, c'était en bobo populaire, quoi. C'était Ouais, pas les ok. quartiers bourgeois, Ouais. mais c'était les quartiers. Mais moi, ça m'allait très bien parce qu'en fait, c'était. Tu pouvais mettre qu'une moto. Et du Ok. coup, les gens très bourgeois à Paris à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, ils ont des voitures encore. C'est les seuls qui ont des voitures. C'est vraiment les bourgeois 7e, 15e, 16e. Ouais. Eux gardent des voitures parce qu'ils veulent pas être dans les transports en commun avec tout le monde. Donc, ils veulent être avec leur voiture. Donc, des gens qui font de la résistance sur la voiture, c'est l'Ouest parisien, que je connais très bien. Donc moi, vu que c'était pour mettre une moto, bah, ça correspondait à ce quartier en devenir où tu as un peu plus de jeunes qui circulent plutôt en scoot ou en moto et qui ont des boulots un peu sympas, où ils ont les moyens de se payer une petite Triumph, une petite moto sympa, Ouais. donc payer 45 € par mois. Tu vois, c'était un bon compromis entre le bourgeois qui s'en fout de garer une moto et la personne trop juste financièrement qui va pas payer 50 € un parking. Donc on était sur un entre-deux et c'était pile dans la cible. Ouais, au final, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, ça fitait complètement avec la cible, entre guillemets, Ça fitait complètement. que tu avais sélectionné. C'est quoi. ça. Et avant de te positionner, tu t'étais assuré de la demande locative qu'il y avait sur ces places enfin sur cet emplacement-là pour louer à une moto, quoi. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'offres et il y avait beaucoup de demandes. C'est-à-dire que moi, tous mes copains, ils avaient des scouts, etc. Ils se faisaient tous abîmer les rétros, la selle, ouvrir la selle, piquer le casque dans le top case, les intempéries, etc. Donc celui qui a une épave qui vaut 500 €, il s'en fout. Oui. Ouais. Mais celui qui s'achète un scoot neuf ou une moto qui vaut 5, 7, 10 000 €, il peut payer 45 € pour garer son scoot ou sa moto. Donc moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi je ne créerais pas un service abordable? Tu vois, je l'ai mis à 45 € par mois, qu'après le prix d'une assurance tout risque, en plus ou moins. Et pour quelqu'un, si tu veux quelqu'un, demain t'achètes une moto à 10 000, neuve, flambant neuve, tu paieras 45 € pour qu'elle soit nickel, que tu aies un contrat de bail, un emplacement et un bip neuf. Tu le feras. Donc moi, j'ai visé ces gens-là et je me suis pas gouré puisque j'ai eu beaucoup plus de demandes que d'offres.
enfin, de demandes que d'offres que je pouvais fournir. Ouais. Et t'as pas du coup après augmenté le loyer une fois que le premier locataire est parti et tout, t'es resté sur la base de 45 €? Ça dépend des quartiers. Ouais. Mais un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Moi, tu sais, je préfère un parking loué, pas trop cher, que Ouais, cher avec de la vacance. Ouais, bien sûr. Mais ça vaut pour tout type d'investissement. Ça vaut pour tout. Immobilier. Moi, Ouais. ce qui compte, c'est que ce soit loué et que je touche des loyers. Après, trop cher, ça va demander plus de temps, plus de recherche, moins de Plus de locataires, plus de rotation, stress. sûrement aussi. Et moi, je voulais pas stresser, j'étais commercial, les gars. Donc, j'avais une pression de malade mental avec mon boulot, avec de pression du chiffre d'affaires. Donc, du coup, ça devait être très passif. Ok, bon, mais du coup, pour reprendre un peu, donc tu étais en alternance, t'avais pas beaucoup d'argent et du coup, tu commences à te mettre un peu dans le bon état d'esprit et du coup, tu commences à investir dans cette place de parking. Donc, cash, hein, avec l'épargne que tu avais de côté, Tout, de disponible. all-in. Tout, all-in, du coup, sur cette place. Et ensuite, quelle est la suite? Du coup, quelle est ta progression sur l'investissement? Gros déclic. Dès que je passe chez le notaire, tu sais, moi, j'étais jeune, j'avais pas les codes. J'arrive chez le notaire, c'est un notaire très bourgeois dans Paris. Moi, je suis habillé comme un teuffer, quoi, tu vois, vraiment, laisse tomber. Des cheveux bouclés, on aurait dit je sais pas qui, tu vois. Et du coup, j'étais pas tout dans les codes, mais je m'en fiche. Et là, j'ai un loyer qui tombe. En fait, quand j'ai le loyer qui tombe, quand je vois le locataire, je lui file mon RIB, il me file 45 € le premier du mois. Ouais. Je me dis, Alex, tu vas peut-être pas être commercial toute ta vie. Waouh, il y a un autre avenir qui t'attend. Et là, il y a un gros déclic, une lumière qui s'allume dans ma tête. Et je me dis, bah vas-y, feu, quoi. Maintenant, t'enchaînes. T'as mis le premier but, t'as mis le premier panier de basket, bah maintenant, t'en remets un. Point barre, en fait. Et du coup, je recherche un nouveau lot de parking. Donc là, je fais un nouveau parking, je tombe sur un lot dans le 11e. Je refais une offre, etc. Et ensuite, j'ai enchaîné. En fait, j'ai trouvé une recette. Ça marche. Parce que c'était 10% la renta quasiment. Ouais, donc Paris 10% de Intramuros. renta sur Paris, c'est juste colossal, quoi. Ah, c'est colossal. Le renta dans l'ancien, c'est 3-4% brut. Ouais. Donc là, j'étais à 10 brut. Pas beaucoup de charges. Donc si Peu tu veux, d'entretien. je me dis... alors mes potes se foutent de moi, hein, mais qu'est-ce que parking, tu mets une moto, toi. Peut-être il y a toujours des gens... mais quand tu étais motivé, quand tu t'apprenais à compter en tant que commercial et tu disais, bah voilà, 45 plus 45 plus 45, ça peut à la fin de l'année, si j'enchaîne plusieurs, bah faire peut-être 300-400 € de plus. Pour moi à l'époque c'était beaucoup. Donc j'ai enchaîné tout simplement. Ok. Et le premier, du coup, tu nous as dit que tu l'avais acheté cash avec l'épargne que tu avais à l'époque. Est-ce que Ouais. tu as fait pareil par la suite ou est-ce que tu as commencé à investir à crédit peut-être? J'ai commencé à investir à crédit assez rapidement puisque je manquais d'épargne. Donc j'ai pu faire des crédits. Je me souviens quand j'avais été en alternance, on me faisait un crédit aussi pour les 2 ans de master. Ouais. J'ai fait alternance du bac à bac plus 5. Les 2 Ouais. ans de master, on pouvait me prêter, je crois, 7000 à la Cité Générale. Donc je me suis servi de tout ça. Je passais mon temps dans les banques, à faire des rendez-vous. Et ensuite, quand j'ai décroché mon premier CDI, j'ai pu emprunter réellement. Et bien sûr, j'ai fait à crédit. Et mon but, c'était le cash flow. C'était pas du tout l'achat-revente. C'était de Ouais. me dire, tu vois, j'avais une stratégie de cash flow comme une foncière. De me dire, ok, j'achète un parking, je fais un crédit sur 20 ans. À préciser que j'ai eu des crédits IMO. Hein. La plupart du temps, 90% du temps, j'avais des crédits IMO. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Parce que ça demande plus de taf pour le conseiller. Ils ont la flemme. Surtout qu'ils ne margent pas. Des prêts conso. Ah oui, ils ne margent pas. Ils ont une marge nulle. Donc en fait, si t'es pas full équipé chez eux en assurance vie, en carte haut de gamme, etc., ils s'en foutent. Donc c'est plus un produit d'appel pour capter la clientèle. Donc du coup, mon but c'était quoi? J'achète un parking sur 20 ans crédit IMO. J'ai une mensualité, je te dis n'importe quoi, admettons de 70 €. Je vais l'acheter très très peu cher. Je vais le louer très cher pour faire de la coloc moto. Une place que je louerais 100 à une voiture, j'alloue 200 à 4 motos, 4 x 50. Et du coup, j'avais un cash flow intéressant. Moins les charges, la taxe foncière et les impôts, il me restait quand même quelque chose. Et du coup, j'ai scalé sur le cash flow. Et du coup, le cash flow, voilà. J'allais dire, ça doit pas être évident du coup de quand même de trouver du cash flow sur des places de parking. Surtout, si, entre guillemets, si tu avais juste mis une voiture, t'aurais pas eu de cash flow, je suppose.
sur ces. J'aurais pas eu de cash flow. Ouais, une voiture, j'aurais pas vraiment eu de cash flow. Après, n'oublie pas un truc, c'est que moi j'étais commercial, donc toute ma journée, je négociais. Oui. Donc j'ai mis à profit en fait mon côté commercial et négociateur-chasseur dans l'IMO. Donc j'ai négocié comme un malade. Moi je réussissais en moyenne, j'avais fait le classement entre 20 et 25% de remise entre le prix affiché et le prix que je payais chez le notaire. Je l'ai plié en deux. Sur ces montants-là. montants-là. Les bonnes questions, tu vois, je négociais fort. Très bien. Ok, et pourquoi, du coup, après, une fois que tu avais eu le CDI, tu n'as pas souhaité te positionner sur des appartements et rester dans la stratégie des places de parking? Je l'ai fait, j'ai acheté un appart en Ile-de-France. J'ai eu que des emmerdes. J'ai peut-être pas eu de chance, hein, mais j'ai eu que des emmerdes. J'ai eu. En fait, c'était un rez-de-chaussée, un peu surélevé sur jardin. Ouais. Dégâts des eaux, humidité. Porte d'entrée avec une petite porte un peu genre d'intérieur en bois. Du coup, cage d'escalier en bois, immeuble en briques des années 20-30. Un bruit horrible quand les familles descendaient. Tous les locataires partaient. J'ai demandé en AG de mettre un tapis. Fatalement, j'étais le seul au rez-de-chaussée parce qu'en face, c'était une agence immobilière. Donc, personne ne voulait payer un tapis alors que ça gênait que moi parce qu'eux étaient en étage. Un enfer. Trop chronophage, trop stressant, que des rotations, que des locataires qui me disaient alors il y a de l'humidité, je vais faire venir un expert, je vais plus payer le loyer. Et je me dis waouh, j'ai tellement moins de problèmes dans les parkings. Les parkings, j'arrive, il y a une canalisation qui se pète, j'ai pas d'appel, ça pue un peu, j'ai pas d'appel, il y a la lumière qui pète, j'ai pas d'appel. Et du coup, je me suis dit les parkings, ça correspond mieux. Les parkings, c'est comme l'immobilier commercial. C'est de la finance. C'est un fichier Excel. Ça me coûte tant, je gagne tant. Il n'y a pas d'humain, ou très peu. Il n'y a pas de galère. Et du coup, moi, j'étais plus à l'aise là-dedans. Et c'est aussi plus souple en termes de baux qu'une location d'habitation. C'est le code civil. Voilà. C'est pas la loi Allure. C'est pas, ça n'a rien à voir. La législation n'est pas la même. L'immobilier d'habitation, c'est régi par la loi Allure hyper contraignante, avec des DPE de malades. Plus de 65 ans, tu peux pas mettre dehors, trêve hivernale, etc. Le parking, c'est un code civil. Code civil, c'est une feuille, on écrit ça on fait ce qu'on veut. Donc si tu veux, voilà, c'est le jour où le locataire paie pas, tu sors sa voiture ou sa moto en l'occurrence, et puis voilà. Pire que ça, je désactive le bip. Ouais, c'est clair. Et là, il sort. Ouais, il n'a pas envie que tu lui gardes sa moto. Ok. Ouais, donc c'est sûr que d'un point de vue charge mentale, entretien, relations humaines entre guillemets de gestion, je pense qu'il n'y a pas photo. Les parkings, c'est quelque chose de beaucoup plus passif et de beaucoup plus serein. Enfin, je pense que tu es beaucoup plus serein quand tu as des parkings que quand tu dois gérer plusieurs lots d'appart. Enfin, ça paraît. Ouais. C'est clair, mais après. Évident. Il y a des problématiques, enfin des problématiques non, mais tu vas me dire comment tu le gères parce que du coup, on va parler un peu de fiscalité, mais c'est des revenus entre guillemets nus. Fonciers, quoi. Des revenus fonciers. Du coup, l'imposition n'est pas la même que quand on achète un appartement et qu'on le met par exemple en meublé pour bénéficier du statut LMNP avec des abattements plus importants. C'est le gros problème. Ouais. Le gros problème des parkings, alors je précise juste pour revenir juste avant, moi ça a fonctionné pour moi parce que je suis dans une grande ville, mais c'est vrai que si j'avais été dans le sud comme vous, peut-être que j'aurais acheté des appartements. Ça je préfère le dire. C'est parce que j'ai habité dans Paris intramuros et du coup c'était plus simple. Mais si demain, si j'avais habité à Montpellier, à Toulouse et tout, je pense que j'aurais plutôt acheté des immeubles et des apparts. Ça dépend de ton contexte. Bien sûr. Tu t'es adapté j'oppose pas, je suis pas quelqu'un qui oppose le parking à l'immobilier, tu vois, c'est pas une espèce de compétition, je suis pas du tout là-dedans. Carrément. C'est important de le préciser. Et pour répondre à ta question, à la fiscalité, il n'y a pas d'incitation fiscale intéressante. Ça, c'est un problème. Et ça, je le dis, c'est du revenu foncier. Donc, la seule fleur que fait l'État, c'est le micro-foncier. Ouais. Et qui est une rigolade. Hein. C'est un abattement de 30%. Donc, en fait, ils vont prendre 70% au lieu de 100% de tes loyers. C'est déclaratif, hein. C'est toi qui déclare ça, bien entendu. Le problème, c'est que ça va être sur ta tranche marginale d'imposition.
Donc C'est la ça. TMI, souvent les gens, quand ils bossent dans le privé, ils sont parfois à 30, Ouais. plus CSG, CRDS, même sur 70% de tes loyers, ça fait très cher. Ouais. Surtout que c'est sur tes loyers encaissés et pas sur ta marge. Oui, complètement. C'est vraiment sur ton chiffre d'affaires, quoi. C'est Donc, sur ton chiffre d'affaires. Donc c'est un vrai problème. Donc le parking, c'est bien pour des gens qui gagnent en propre, hein. Pour des gens qui gagnent très peu d'argent, qui ont très peu de revenus. Donc là, ça reste intéressant. Ouais. Ou des jeunes qui veulent démarrer. C'est bien pour mettre le pied à l'étrier. Et après, c'est bien d'acheter des appartements. Moi, si tu veux, mon discours sur le parking, c'est quelqu'un qui est déjà riche, jamais il achètera des parkings en propre. Ou il est fou sinon. Soit il le fera via des sociétés, surtout des SCI, à l'IS, hein, ou soit ça ne l'intéressera pas. Donc c'est bien pour des gens qui veulent débuter, qui veulent passer de 0 à 1. complètement. Moi, les gens que j'accompagne, c'est ça. Ils passent de 0 à 1, ils ont peur. Et ensuite, ils passent à 1, ils ont le parking. Et ensuite, ils disent, ok, bon, moi, le parking, c'est sympa, mais je vais passer aux immeubles, fine. Ouais. Et ensuite, il y a un deuxième point, c'est que tu peux acheter en société civile immobilière la plupart du temps. À l'impôt sur les sociétés. Donc là, c'est une option que tu coches. Et dans ce cas-là, tu payes 15% d'IS sur tes bénéfices. L'amortissement comptable, ça, c'est un vrai point aussi. Il y a des experts comptables qui disent que tu peux amortir le parking, ce qui est quand même un bon point parce que tu ne payes pas d'IS pendant au moins 10 ans. T'en as qui disent que tu ne peux pas amortir parce que c'est du terrain et non du bâti. Donc il y a un vrai sujet aussi. Ma propre expert comptable avait un doute et m'a demandé de vérifier. Ouais, il y a un flou, quoi. Il y a un flou. Il y a un flou. Quelque part, Donc ça, s'il y a des experts comptables qui regardent l'épisode, ils peuvent nous dire en commentaire comment vous amortissez le parking avec vos propres clients parce qu'il y a un flou et ça varie d'un expert comptable à l'autre. Donc pour répondre à ton point, en nom propre, c'est clair que fiscalement c'est pas tip top. Ouais. Aujourd'hui, tu as investi via une SCI dans des places de parking? Oui, bien sûr. Ouais, je pense que c'est ça en fait. La solution fiscale, c'est tout simplement de monter une SCI à l'IS et d'exploiter les biens avec ça. Mais toujours pareil, ça dépend. Si on veut faire du volume comme toi, Alexandre, hein, c'est intéressant. Après, faire juste une SCI pour l'acquisition d'un seul bien de parking, ça n'a pas trop d'intérêt. Effectivement, ça dépend de... Moi, ma reco, si tu veux, c'est... Vous avez peur d'investir. Tu vois, il y a beaucoup de femmes qui investissent dans les parkings parce qu'elles se mettent à l'investissement et c'est très bien. Beaucoup de jeunes. Vous avez peur d'investir, un appartement, vous habitez dans une grande ville, un appartement minimum 200 000, le ticket d'entrée, ça vous fait peur, vous n'avez pas la capacité. Commencez par un parking, c'est exactement comme un appart, on va chez le notaire, il y a le crédit et tout. Et ensuite, vous êtes un peu mieux, un peu plus aiguisé sur ça. Et après, vous pouvez acheter un appartement. Ou si vous voulez vraiment y aller fort parking parce que vous adorez ça, boum, on constitue une SCI et on y va fort. Mais ça correspond bien pour démarrer. Tu sais, pourquoi les gens ne font pas, c'est qu'ils ont peur. Et c'est comme toi, tu vois, je sais pas, tu veux faire un marathon. Tu vas pas te mettre sur la ligne de départ tout de suite. Tu vas déjà commencer à courir autour de ta maison. Et c'est ça que les gens ils oublient en fait. Moi, ce que j'aime pas, c'est que les gens souvent ils pensent qu'ils vont devenir riches dans l'immobilier au rentier en 24 heures. Ouais, mais ça c'est n'importe quoi. Oui. C'est n'importe quoi. Il faut déjà commencer petit. Donc avec un petit appart, un petit appart à 40, 30, 40, 50 000 ou un parking. On apprend, et après, tu peux devenir très bon et très gros. Mais la patience, on n'en parle jamais de ça. Mais je sais que c'est pas à la mode, hein, mais on a la même on a la même vision. On a un peu le même discours. C'est ma vision. C'est que l'immobilier, ça reste du long terme, quoi. Totalement. C'est quelque chose à voir à long terme, et ceux qui veulent s'enrichir très très rapidement en se disant je vais être rentier dans 1-2 ans. Laissez sur Instagram et sur TikTok. Ils pourront faire que vendre des formations à la limite, mais ils gagneront pas d'argent avec l'IMO. Et du coup, concernant pour revenir sur la stratégie d'acquisition de places de parking, sur le secteur géographique, tu préconises quoi? Parce que moi, tu vois, j'ai acheté des places de parking extérieures, donc c'était pas dans des sous-sols, qui étaient dans des petits villages à l'extérieur de Toulouse. Donc très 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 faible demande locative, voire inexistante. Bon, moi, ma stratégie, c'était l'acquisition et la revente pour des propriétaires qui habitaient sur place, dans le secteur. Mais
Mais voilà, toi, pour avoir une stratégie locative et qui fonctionne en secteur géographique, tu préconises quoi? C'est une bonne question. Ah. Moi, tu sais, je préconise toujours d'acheter près chez toi. Ouais. Maintenant, si tu es dans un petit village, peut-être qu'il y a une ville pas loin d'où tu es, un peu plus grosse. Si tu veux faire de l'achat-revente, achète bien comme tu as fait. Et je sais pas si tu as gagné de l'argent ou tu en as perdu, mais essaie d'acheter pas trop cher et de revendre. Si tu es plus dans une démarche un peu de foncière à percevoir des loyers en tant que propriétaire bailleur, regarde s'il n'y a pas une ville un peu plus grosse à côté d'où tu es. Et puis achète des places soit en périphérie de la ville pour que les gens puissent garer leur voiture et y aller en transport en commun. Ouais. Il y a une grosse demande. Ou bien dans le cœur de ville. Moi, c'était plus ma stratégie, c'était en cœur de ville, là où tu peux pas te garer. Ouais, Tu vas te balader dans la ville, tu regardes là où tu peux pas te garer, là où le stationnement est payant, et tu achètes un parking. Ouais. Surtout que les politiques, enfin, en tout cas dans les grandes métropoles, ils enlèvent de plus en plus de places de parking dans les centres-villes pour privilégier les trottoirs, les pistes vélo et tout ça. Donc, à Paris, c'est payant, par exemple. Tu vois, à Paris, c'est payant pour les 2 roues. Ouais. En septembre 2022, la mairie de Paris a fait payer les 2 roues dans la rue. Mon téléphone, il a sonné comme quand SFR t'appelle pour te vendre une box. Tu comprends ce que je veux dire? Ça a été dingue. Et ça va être développé à d'autres villes. Donc, moi, en fait, ce qui est beau dans l'IMO, dans le parking inclus, c'est qu'il y a 1000 stratégies. Clairement. Il y a 1000 stratégies. Chacun a une stratégie différente. Moi, ce que je conseillerais à quelqu'un, c'est de bien définir son objectif, déjà. Et ensuite, s'il veut acheter des parkings, il va acheter là où il y a de la demande. Il faut partir de la demande. Mieux vaut acheter un parking cher qui sera loué qu'un parking pas cher que tu vas pas louer. Ouais, clairement. Enfin, moi, c'était un peu mon cas. J'ai acheté vraiment la place de parking, je l'ai acheté 600 €. Du coup, j'en ai acheté 4. Ah oui, c'est pas pareil. Hein. C'est vraiment. C'est des. Et t'as perdu de l'argent Ah non, pas du tout. Ah non, il en a presque trop gagné par rapport au notaire. Magnifique. Non, en gros, j'en ai acheté 4. Je crois que ça faisait avec les frais de notaire. J'étais sur une acquisition à 3 000 €, 4 places de parking, et je les ai revendues 10 500 €. Les 4 places. Magnifique. À un seul propriétaire. Magnifique. Tu sais, moi, l'IMO, tant que tu gagnes de l'argent, c'est beau ce que tu as fait. Franchement, moi, un truc comme ça, à ta place, j'aurais fait aussi. Hein. Moi, je vois une place à 600. Maintenant, je suis plus full parking, mais si j'avais vu une place à 600, franchement, c'était l'opportunité, j'aurais foncé. Mais c'est qu'on est venu me l'apporter. Et au début, on m'a proposé 1 000 €. J'ai dit, 1 000 € là où c'est, non. Enfin, je voulais pas m'embêter. Après, 2 jours après, le propriétaire vient de me revoir. Il me dit, 600 € la place et je vous vends les 4. Et même tellement que ça m'embêtait de faire ça, parce qu'en soi, c'est un petit montant, mais ça reste toujours intéressant. Du coup, avant, à l'époque, j'étais en CDI et il y avait un alternant dans la boîte. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, on fait l'opération, on l'a fait à 2. Et on fait 50-50 et tu t'occupes du coup de gérer l'acquisition et la revente. Et du coup, il s'est occupé de tout. C'était il a eu une première expérience dans l'immobilier. Ça lui a mis le pied à l'étrier. Et on a fait 50-50 une fois qu'on a revendu. Donc, il était tout content. Moi aussi, j'ai eu rien à gérer. Et voilà, c'est win-win, quoi. C'est beau ça. C'est beau. Franchement, c'est très bien. C'est très malin et de faire 50-50 aussi. Après, il faut avoir confiance en la personne. Mais oui. Puis il y a la vitesse aussi dans l'IMO. C'est ce que je disais encore hier. Je suis passé sur un podcast à Paris et t'as des gens qui comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à faire des belles OP parce ils vont pas vite. En fait, c'est dur. Il faut être à la fois patient parce que c'est du long terme, comme tu le disais, et en même temps, il faut aller vite sur l'opportunité. Donc, il faut être à la fois patient et rapide. Mais c'est ce que tu as fait. C'est-à-dire que tu t'es dit, c'est des petites sommes. Il y a peut-être un coup à faire. Ouais, à mon avis, tu es allé assez vite dans la réflexion. Et si tu avais été plus lent à dire oui, alors tu demandes à ta belle famille ton truc. Alors on fait oui. L'opération est partie. Il y a plein de gens comme ça. Ils sont trop lents. Ouais, en tout cas, je pense que le truc à retenir, c'est que au final, vous avez des stratégies très différentes avec les parkings. Mais en fait, encore une fois, c'est juste s'adapter à la demande. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas de demande locative, mais par contre, il y avait la demande pour les propriétaires sur place qui cherchaient à se garer. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, je vais le revendre aux gens qui habitent là, quoi.
Ouais. Et alors que toi, c'est plus, il y a très peu d'offres de parking dans Paris. La ville fait tout pour lutter contre, rend tous les parkings payants, etc. Donc, je vais proposer un truc à la location qui, par définition, est rare sur le marché, donc qui va très bien se louer et tu n'auras pas de problème avec ça, quoi. Je l'ai fait comme une start-up. En fait, j'ai fait comme une entreprise qui fait une étude marketing, sauf que je l'ai fait en nom propre comme un mec lambda. Mais c'est une démarche de start-up. J'ai jamais créé de start-up. Maintenant, j'investis dedans. Mais je l'ai fait comme une entreprise. En fait, j'ai essayé de créer un service. Sauf que je ne l'ai pas marketé. Il n'y a pas eu un nom commercial. Il n'y a pas eu un site internet, etc. Mais c'est comme une entreprise. C'est quoi aujourd'hui le besoin ? Quel est le pain, tu vois, le problème sur le marché ? C'est ça. Je vais résoudre ça. Mais je l'ai fait comme un mec lambda, en alternance, en side business en plus. Mais tu t'es bougé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es sorti de chez toi, tu as arrêté de regarder les sites d'annonces et tu es allé sur le terrain. Il n'y a pas de secret aussi. Merci de dire ça. Tu n'aurais jamais acquis plus de 70 parkings. Mais d'ailleurs, on n'en a pas parlé. T'en as combien du coup aujourd'hui ? J'en ai 91. Ouais, 91. C'est la dalle. Mais j'ai la dalle, moi. C'est-à-dire que ce que tu dis est très important. C'est y a la théorie et la pratique. Hein. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens qui m'envoient des messages sur Instagram tous les jours en disant « Ah, c'est bien, machin, un truc. » Bah ouais, mais en fait, quitte le bon coin, quoi. Va sur le terrain. C'est ce que je dis dans mon bouquin. Va sur le terrain. Pousse la porte des agences IMO. Va demander à ton réseau, aux commerçants, aux notaires, aux ventes aux enchères. Enfin, bouge-toi le cul. En fait, ça, c'est très important. D'aller sur le terrain, de pratiquer, d'user tes semelles, d'être sur le terrain, tu vois, et de se faire respecter. Moi, je me souviens, on ne me prenait pas au sérieux dans les agences immobilières. Je poussais la porte d'agence. « Bonjour, est-ce que vous avez un parking à vendre ?»« Ah, on n'en a pas. » Moi, je te jure, c'est vrai. Je regardais la personne, je faisais exprès, j'attendais 2-3 secondes. Je faisais « Vous prenez pas mes coordonnées pour me rappeler quand vous aurez un parking ?»« Ah bah, asseyez-vous, monsieur. » Tu vois, je réinversais le rapport de force. Ouais. Tu vois, en disant je comprends pas, vous prenez pas mes coordonnées, tu vois. En gros, vous me prenez pas au sérieux, je le disais pas ça, mais prenez pas mes coordonnées. Je m'asseyais en face, et là je me faisais respecter. Et là, tu vois, boum, le directeur d'agence il regardait du coin de l'œil comme ça, il dit oulala, le petit jeune il en veut là. Bonjour, directeur d'agence. Tu vois, il faut se faire respecter en fait. Si t'arrives et que tu es là, bonjour, vous avez un parking, j'en ai pas. Bon, au revoir. Ouais. Tu vois, là, ça sert faut avoir la dalle en fait. Moi j'avais la dalle, j'avais pas de thunes, j'avais pas de patrimoine, c'était très compliqué et je suis déter en fait. Et c'est que comme ça que tu peux arriver à faire des grandes choses. Si tu as une motivation lambda, bah tu auras des résultats lambda. Ouais, ça je suis totalement d'accord et surtout j'insiste sur le fait d'aller sur le terrain et je pense que les 3/4 des parkings que tu as achetés, tu les as pas forcément trouvés sur les sites d'annonces. C'est le terrain. Mais voilà. Et moi, je me suis rendu compte d'un truc, j'en avais plus ou moins conscience, mais là, j'en ai pris vraiment conscience en pleine face. On a participé à une soirée IMO là, sur Toulouse la semaine dernière. Et en fait, en échangeant avec un agent IMO là, du coin qui travaille très bien, je me suis rendu compte que tous les biens les plus intéressants, en fait, ils seront jamais sur le bon coin. Et peu importe où tu es en France, tous les biens les plus intéressants, en fait, ils sont réservés pour le réseau de l'agent qui va le rentrer, etc. Et c'est des biens que tu verras jamais sur le bon coin. Alors oui, tu peux trouver des biens rentables sur le bon coin. Ça existe encore. Mais au final, les meilleures opportunités, elles se font en créant un réseau et en allant sur le terrain et en échangeant avec les agents IMO. Il n'y a pas de secret. Qualité du relationnel. Il faut avoir un super relationnel avec les gens. Moi, plusieurs fois, tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai eu des biens off-market parce que j'ai laissé une bonne impression à l'agent. Oui, c'est ça. Ça m'est arrivé une fois, je me souviens, je discute avec l'agent, une directrice d'agence, et puis je la touche, quoi. Tu vois, elle se dit, putain, ce jeune, il me touche, quoi. Il en veut. Waouh, il y a un truc, tu vois. Je parle avec elle. À chaque fois que je passe devant, je viens lui dire bonjour, vous allez bien, ça va, ok. Elle m'appelle, elle me sort une affaire de martien. 12 000 euros, 6 places, 2 000 euros la place en plein Paris. Bon, si j'avais été hautain, si je me la pétais, j'étais là, jamais elle m'aurait rappelé. En fait, moi, pourquoi j'ai fait des belles affaires et j'en continue à en faire, c'est que j'essaie à chaque fois d'avoir une vraie connexion avec les gens et de leur laisser une bonne impression. Et ça, c'est
c'est une déformation professionnelle de mon métier de commercial. Mais Ouais, t'as c'est ce plein de que j'allais commerciaux qui dire. sont très mauvais, qui sont très prétentieux. Mais il faut toujours euh, être respectueux, parler les gens, parler une personne qu'elle soit femme de ménage ou PDG d'une très grosse boîte, c'est la même chose. Ils vont aux toilettes pareil, ils dorment pareil, ils mangent pareil. Il faut laisser une bonne impression et après les gens se souviennent de toi. Et c'est là où ils te rappellent pour faire du business. Et moi, j'ai eu plein de Complètement business d'accord. comme ça. C'est comme ça que les meilleures affaires se font. Toujours. Vraiment. Et peu importe que ce soit dans l'immobilier, dans l'investissement, dans les startups ou autre, enfin peu importe, c'est comme ça que ça se passe. C'est le relationnel, le réseau. Ouais. Vraiment. Et du coup, je me posais une question là. Donc aujourd'hui, tu as 91 places de parking. Est-ce que c'est des lots que tu as achetés un par un? Donc tu as les 80 soit chez le notaire, ou est-ce que à partir d'un moment, tu as eu la capacité d'acheter carrément, je sais pas, des lots ou des parkings entiers ou, enfin, comment ça se Non, passe? j'ai acheté des lots aussi. Pas de parking entier, pas de plateau entier, mais des lots. J'ai acheté des lots parfois de 6 places, 3 places, 2 places. Mais globalement, ça s'est fait au compte-gouttes. Ok. Parce que j'ai préféré y aller step by step. J'ai même mis ça sur mon site internet, step by step. Moi, c'est important, tu vois. La stratégie des petits pas. Et même quelqu'un qui est très riche qui me dit Alexandre, je veux acheter 200 parkings d'un coup avec une SCI, un financier et tout, je dirais non. Tu vas faire des conneries, tu vas faire des erreurs et tu n'auras pas mérité cet argent. Tu vois, ce sera pas. Moi, j'ai mis 10 ans. Aujourd'hui, quand je bois mon café, je vois les loyers qui rentrent, je suis fier de moi, tu vois. Je me dis pas c'est une escroquerie, c'est une imposture. Et pour Oui, moi, bah c'est important d'y aller step by step. Et oui, parfois j'ai accéléré, j'en ai acheté plusieurs d'un coup, tu vois, par 6, par 5. Mais jamais j'aurais acheté 50 d'un coup parce que c'est trop risqué, il y a trop d'inconnus. Imagine, j'achète 50 d'un coup et qu'il y a un problème. Waouh! ouais, Moi, bah là, ouais, j'ai envie de bien dormir la nuit et je suis quelqu'un qui prend tout à cœur et j'ai pas envie de stresser. Surtout 50 places d'un coup sur un même secteur géographique, au même Ouais. endroit. C'est trop risqué. Trop risqué, ouais. oui, parce que c'est vrai que Trop toi, risqué. Trop risqué. tu as une vraie notion de diversification aussi, parce qu'en plus, tu fais comme tu l'as bien expliqué, de la location aux deux roues. Donc ouais, si tu rachètes un truc de 50 places, tu mets que des deux roues, peut-être que tu vas juste C'est ouais, trop en risqué. termes de Il peut y avoir un syndic pourri. Il peut y avoir, tu vois, j'ai déjà acheté des trucs, j'ai découvert qu'il y avait 2 syndics. T'as un syndic pour une partie de la copro, un autre syndic, les deux s'entendent pas. Il y a des trucs de fou dans les syndicats. Ah ouais, ça. Quand on voit des sociétés qui réinventent le syndic, j'ai investi dans une d'ailleurs, qui réinvente les syndics, etc. Bah, tu vois des trucs de malade. Donc moi, j'ai peur en fait. Je me méfie des syndics. Donc ce que je faisais aussi, c'est que quand j'ai acheté une place de parking dans une résidence avec un syndic qui se passait bien, le syndic et la résidence, c'était cool, la copropriété, bah, je laissais mon annonce sur le bon coin, même quand c'était full. Et si je voyais de la demande, la redemande, je me dis putain, mais rachète dans la copro. J'arrivais, bonjour madame la gardienne, monsieur le gardien, je mettais des petits mots et je rachetais une place dans la même copro. Je connais le syndic et je connais la copro et il y a de la demande. J'ai racheté une place et je disais aux gens oui, alors ce sera bon dans un mois. Je me dépêchais, j'achetais comptant à la fin, etc., ou par crédit, où je les mettais un peu sur le côté, sur la place, et du coup, je pouvais avoir beaucoup plus de sécurité que si j'ai racheté un lot dans un quartier que je ne connais pas avec trop d'inconnus. Ouais. Ok. Et sur la typologie des places que tu achètes, est-ce que il y a un schéma qui se dégage? Est-ce que c'est toujours des places toi, tu parlais tout à l'heure, Alex, de places à l'air libre. Est-ce que c'est des trucs en sous-sol? Est-ce que c'est des trucs Sous-sol, boxés? copro, sous-sol, atypique, Et boxés ou pas moins cher forcément? que le marché. Ok. Jamais j'ai acheté une place à 50 000, jamais. Place à 50 000 pour mettre un Porsche Macan d'un grand bourgeois cadre sup, ça m'intéresse pas. Oui. Je vais avoir 3% de renta. Ouais, c'est ça. Et c'est des trucs, tu les boxes, toi, tes places de parking? Non. Non, ok. Place ouverte en copro, moins cher, atypique. C'est ça mon produit. Ok, et du coup, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais acheté aussi un peu dans le sud de la France des places de parking, donc tu n'as pas acheté que en région parisienne, enfin dans Paris, tout simplement.
Du coup, est-ce que tu en as... Enfin, je veux dire, tu investi un peu partout en France, dans les grandes métropoles, ou c'est quand même Non, focus Paris. Paris et... Sud, c'est à Cannes une fois, mais Paris. Ok, Paris. d'accord. Non, moi, c'est Paris parce que tu sais, je pourrais être beaucoup plus gros si j'avais des gens partout qui investissaient pour Ouais. moi et on faisait 50-50 et tout. Mais j'ai envie de bien dormir. J'ai envie de profiter de la vie, de ne pas être surstressé. Et j'ai préféré investir là où je connaissais. Mais il y a des super opportunités partout. Maintenant, j'accompagne des gens à investir, je les coach. Et il y a des gens qui sont à La Ciotat, qui sont à Marseille, qui sont à Lille, Ok, ouais. qui sont au Portugal, à Lisbonne. Il y a des opportunités de malades. Donc en fait, il y a des opportunités partout. Simplement que moi, si tu veux, je ne suis pas une société. Enfin, j'ai 3 boîtes, mais je suis une personne physique. Donc je ne peux pas. J'ai pas envie d'avoir 50 000 salariés. Ouais. Il y a aussi ça. Donc du coup, je veux garder une taille acceptable et je peux pas être partout. Mais oui, Ouais, il y a du potentiel de fou furieux partout. Ok. Bah, ça, c'est très clair. Donc, où que vous soyez en France, il y aura probablement de quoi trouver des choses Ouais. intéressantes. Et moi, je me posais une question, c'est en termes de gestion, du coup, ça paraît colossal, 91 places. Qu'est-ce que ça représente concrètement, toi, dans ton quotidien, la gestion? Est-ce que... Tu le délègues? Est-ce que tu le gères toi-même? Ouais, J'ai voilà. délégué, je délègue beaucoup, beaucoup plus de choses. Je l'ai fait beaucoup tout seul avec un fichier Excel très bien. Ouais. En fait, pour répondre précisément à ta question, je l'ai longtemps géré seul. Maintenant, je délègue beaucoup. Je délègue pas l'encaissement des loyers. C'est moi qui pointe. Ok. C'est la seule action que je fais. C'est ton petit C'est plaisir, que je, peut-être aussi. Ouais, ouais. Et voilà, j'aime bien pointer l'argent qui rentre et cocher une case sur Excel. Ça me va. Mais après, tout ce Euh, qui est état, enfin, sortie et entrée du non, c'est locataire. pas moi qui fais. Et j'ai une technique très forte. C'est qu'en fait, soit je délègue quand il faut déléguer, ou soit j'externalise dans le sens où c'est le locataire qui le fait pour Mhm. moi. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un locataire qui part. Il a un mois de préavis. Dans le mois de préavis, je trouve un deuxième locataire. Je dis au locataire sortant, prenez contact avec le nouveau locataire. Et je dis au locataire entrant, prenez contact avec l'ancien. Il va vous montrer l'emplacement. Si tout est OK, il vous donne le bip. Donnez-moi votre email, je vous envoie maintenant mon RIB et mon bail. Ouais. Et moi, je reste à boire mon café C'est ça. et à regarder Netflix. Ok. Ok, ouais, c'est intelligent, ouais, c'est une bonne technique, hein. Est-ce qu'on peut détailler le type d'une opération, enfin une opération classique? On peut prendre l'exemple d'un de tes investissements ou des personnes que tu accompagnes sur, mais voilà, pour avoir un peu de données chiffrées sur ce qui se fait actuellement. Si demain je veux acheter une place de parking, combien ça va me coûter, combien ça va me rapporter, avec un exemple un peu concret, quoi. Bah, par exemple, place de parking, tu vas acheter une place. Si on prend l'exemple de Paris, ce que je connais Ouais, bien, tu on achètes est. une place, ça va te coûter 18 000 euros. Ok, Elle va être affichée 21. Je vais t'aider à la négocier. Tu vas la négocier 18. Tu vas payer à peu près 2 000 euros de frais de notaire. ouais. Donc ça va te coûter 20. Les frais Tu de vas la notaire, diviser. ça représente à peu près en pourcentage, on est C'est pas un plus. pourcentage parce qu'en fait, c'est Ok. pas 7-8% comme dans l'ancien pour une Ouais. raison simple. C'est qu'en fait, les honoraires du notaire sont incompressibles et c'est la même chose pour un appartement. C'est-à-dire qu'en fait, un appartement, ça va être 7-8% dans l'ancien, par exemple, parce que les montants sont élevés, donc du coup, ils peuvent facturer 500 euros pour la rédaction de l'acte de vente ou du compromis. Le parking, si c'est un petit parking, bah, si tu fais 7-8% sur une place à 5 000 euros, bah, en fait, il fait comment pour te facturer 500 balles pour faire un contrat de vente? Ok, Ouais, ouais. donc c'est plus un forfait En fait, il y a minimum, des quoi. honoraires. Il y a Ouais. des honoraires qui sont incompressibles. Et du coup, fatalement, si le montant est tout petit, bah, il faut quand même qu'il facture les honoraires. Bien Hmm. sûr. Donc c'est pour ça, c'est ça l'explication. Pourquoi c'est cher pour les frais de notaire pour un parking. C'est ça l'explication. Donc, Bon, très bien. donc c'est un calcul qui est un peu différent. Mais ça a baissé avec la loi Macron là, en 2016. Mais à l'époque, c'était encore plus élevé.
Par exemple, moi, j'avais payé 2000 € de notaire pour la place à 4000 quand même à l'époque. Ah ouais, Ouais, là, ça, Ah oui, c'est oui, énorme. oui. C'est la moitié du prix, quoi. Enfin, c'est clair. Et après, c'est encore plus cher quand tu achètes aux enchères, etc. hein. Moi, j'ai déjà bien acheté une sûr. place aux enchères. J'avais payé entre 35 et 40% de frais en tout sur le Ouais. coup. Donc, grosso modo, un exemple concret. Une place à 21, tu la négocies 18, 2000 € de frais de notaire, ça te coûte 20. Et puis, tu vas la louer entre 150 et 200. Donc, à 2 motos, c'est ça. On l'a 3 stratégie. motos, 3 motos. 150, Ok. 200, 4 motos, 50 € par moto. Ok. Donc, sur une Donc, tu as place, une OP. sur une place de stationnement, donc assez large, enfin, tu arrives à rentrer 4 motos. Ça dépend de la disposition. Ouais. Si tu as la place, une voiture à gauche, une voiture à droite, tu peux pas. Ouais. Parce que tu as les deux du fond, elles peuvent pas sortir. Ouais. Si tu as la place comme ça, Oui. 1, 2, 3, 4, C'est vrai. point barre. Il n'y a pas besoin de faire Polytechnique. hein. C'est très simple à comprendre. Et du coup, Ouais, mais là, grosso modo, si la place est bien. Mais après, ça, c'est mon œil, tu vois, mon expertise. Je vais te mettre 4 motos à 50, tu vas encaisser 200. La place, tu l'as acheté 20, ça te fait 10% dans ta brute. Tu peux enlever des charges. Les charges, ça va être en moyenne à Paris, c'est un peu élevé, ça va être une vingtaine d'euros. Ok. Tu vas enlever les charges d'une vingtaine d'euros. Et la taxe foncière, ça va être 120 € par an. Ouais, c'est ça. Ok. Et après, la fiscale, tu te débrouilles. Si tu es en nom propre ou en Mm. SCI, ça, c'est trop compliqué après de faire le calcul de tête. Non, mais très bien. Mais c'est super. C'est ce que je voulais savoir un peu, détailler le type d'opération. Voilà. Donc, Donc, même C'est ça aujourd'hui. qu'il faut viser. Ce qu'il faut viser pour être encore plus précis avec l'audience qui nous regarde, moi, je recommande de viser en renta brute d'être sur de la coloc moto, d'être entre 8 et 13, 8 et 15. ouais. Et sur de la voiture, d'être au moins 7. Ok. Si vous êtes à moins de 7 en renta brute, c'est trop élevé. Et après, il y a des trucs où il faut faire gaffe. Pas de monte voiture, parce que tu sais, les montes charges, Ouais, pareil, il y a des montes charges. Ça, tu te fais éclater en charge de copro, ça tombe en panne tout le temps. Moi, l'été dernier, j'ai une place, il y a 6 motos, moins 1, moins 2, moins 3. Je pars à Cannes, dans le sud, ascenseur en panne 2 semaines, t'as les 6 qui m'insultent au téléphone. Le syndic, ils sont incompétents comme 99% des syndics. Le syndic se retourne vers la société d'ascenseurs qui sont tous en congé. Ah, C'est l'enfer. T'as un locataire qui me dit moi j'ai un resto, je vous envoie mes notes de taxi, on arrête, je fais sauter le préavis. Moi je suis là, je suis en Havaianas et en short de surf pour aller me baigner à la plage. Je suis en train de péter un câble. Donc pas de monte voiture. Ouais, puis en plus, moi j'en ai eu un dans une résidence où j'habitais avant et puis c'est vraiment chiant quoi. C'est vraiment pénible. Ça fait peur en plus. Ouais, c'est un Et peu. t'es là, stressant, ouais. c'est un peu horrible. stressant. C'est clair. Mais très bien. Et du coup, c'est encore possible de trouver du 10% de renta, même encore aujourd'hui, je veux dire, sur des places de parking, quoi. Large. Ok. Si t'es pas à Paris, tu vas en Ile-de-France, tu vas à Marseille. Et coup, moi, demain, je vais n'importe où dans n'importe quelle ville, je trouve des trucs à 15% sur de la moto. ouais. Parce que j'ai l'œil, je connais. Mais oui, il y a des opportunités partout. Du coup, c'est marrant parce que là où, dans entre guillemets, l'IMO plus traditionnel avec les immeubles, les appartes, bah, vu que les prix ont quand même globalement beaucoup augmenté, surtout là, si on parle de Paris, bon, c'est intouchable, mais je veux dire, les rendements, enfin les rentas ont quand même baissé, quoi. Tu dis que ton premier investissement qui t'a rapporté 10% de renta, c'était quand tu as commencé, donc il y a à peu près 10 ans. Si tu faisais le parallèle avec un appartement, ce serait impossible de retrouver 10% de renta, tu vois, avec les 10 ans qui sont passés, quoi. Donc, Pour un appartement ou un parking? pour un appart, donc c'est ce que je dis, c'est-à-dire que pour un appart, Ah oui, appart, c'est mort. pour un appart, on va dire les rentas ont globalement beaucoup baissé parce que les prix du foncier a explosé, alors que visiblement pour un parking, c'est toujours possible. C'est pas corrélé, hein. C'est pas corrélé au prix du foncier, le parking. Ouais, Si t'as 10% d'augmentation dans une ville, il n'y a pas 10% sur le parking. ouais, ok. Donc c'est C'est pas juste, corrélé du tout. c'est juste une histoire d'offre et demande, quoi. C'est un micro-marché qui est mystérieux. Tout le monde se désintéresse. Les agences IMO, ils s'en foutent, ils gagnent pas d'argent. Les notaires, ils s'en foutent. En fait, tout le monde s'en fout des parkings. C'est pour ça que moi, je gagne de l'argent. C'est que les gens, ça les intéresse pas. L'agent IMO, il prend pas d'honoraires. C'est un gagne petit, c'est un truc de crève la dalle. Le notaire, il gagne pas d'argent. Tout le monde s'en fout. Mais moi, ça va.
tranquille. Aujourd'hui, avec tout les parkings que tu as en location, ça te permet de générer un revenu de. Enfin, quel est le revenu foncier que tu génères avec toutes les places de stationnement que tu as? Ah, de quoi bien vivre. Ouais. Ok. Ah, de quoi bien vivre et de quoi ne pas me payer dans mes boîtes. J'ai 3 entreprises, je suis pas salarié de mes boîtes et je me verse pas de dividendes. Ok, ouais. Après, Voilà. tu profites de ces loyers encaissés pour réinvestir dans des places de parking constamment, ou tu laisses en trésor? Là, je réinvestis plus. Ouais. Là, je vis de ce que je gagne et je réinvestis tous mes bénéfices dans mes sociétés, dans des startups. Ok. Ouais, Je ne paye pas. Justement, on peut en parler un petit Ouais. peu. Donc là, on a évoqué un peu tout ton parcours sur la place de parking. Je pense qu'on a appris pas mal de choses. Tu nous disais du coup en off qu'aujourd'hui, tu investissais aussi dans les startups. Donc, est-ce que tu peux un peu nous en parler peut-être sur Ouais. comment tu as commencé ça et les étapes d'un investissement en startup, tout ça, quoi. Écoute, j'ai investi dans les parkings. Ensuite, j'ai écrit un livre qui est sorti en juin 2022. Un livre sur, je précise pour ceux qui nous écoutent, du coup, sur l'investissement dans les parkings. Ouais, investir dans les parkings. Alexandre Lachar, Mosination, Erol. Ok, bon, on le Et mettra en les description de l'épisode. Voilà. Il ressemble à ça. Donc, ils veulent le voir, j'ai encore des exemples presse. C'est ça la couve. Faut pas vous gourer. Hein. Ok. Voilà. Et en gros, j'ai arrêté de bosser. J'ai quitté mon boulot en disant on n'est plus aligné, j'ai envie de bosser pour moi. Ouais. Parce que mes loyers en fait étaient supérieurs à mon boulot de cadre commercial. Je gagnais quand même assez bien ma vie. J'ai sorti le bouquin 16 jours après avoir arrêté mon contrat de travail. Ok. Je suis parti en vacances. J'ai fait toute la promo du livre avec une attachée de presse. On a fait plein de... Pas Ouest France, ni Ce Matin, Les Échos, Forbes, on a fait plein de trucs. Et du coup, je me suis dit, c'est quoi la next step? Maintenant, on fait quoi? Je me suis dit, je vais former des gens. Donc, j'ai commencé à former des petites équipes, etc., des gens motivés, sans vouloir scaler comme un malade. Donc ça, ok, ça, je le fais. Et après, je me suis dit, vu que je suis ambitieux et que j'ai envie de gagner de l'argent et d'aller plus loin, les gens qui ont beaucoup d'argent, comment ils font? Parfois, ils investissent dans des boîtes, ils font de la finance. Pour être riche, il y a la finance et l'IMO. L'IMO, j'ai coché. Maintenant, je vais faire de la finance. Je vais aller plus fort. Et du coup, parce qu'en fait, quand j'étais commercial, ce que les gens ne savent pas, c'est que la dernière boîte où j'étais, je vendais des salles de sport aux milliardaires français. Ah ouais, ok. Salles de sport privées aux footballeurs, hommes politiques, célébrités, millionnaires et milliardaires. Salle de sport, quand tu parles de salle de sport, genre un business salle de sport ou... Non. Ah non. Salle de sport privée à domicile. D'accord, ok. Avec le tapis, le rameur, l'elliptique, le coach qui va avec, le machin. Des salles à 50 000 balles quand il reste 30 mètres carrés à meubler. Ouais. C'est des clients qui ont la piscine, c'est des clients qui ont la cave à vin, qui ont le cinéma privé. Oui, ils ont déjà... Les clients, c'est le top 1% français. Ok. Et moi, en étant ambitieux, je me disais, mais dans ma tête, moi, je veux être comme vous. Moi aussi, je veux une Porsche Macan. Moi aussi, je veux une maison. Moi aussi. Pourquoi je l'ai pas? Ok. T'as une boîte, tu fais de l'investissement dans les boîtes, t'as fait de la finance. Ok, vas-y, je fais pareil. Ok. J'ai 100 fois moins d'argent que toi, mais je fais pareil. Donc, j'ai créé une boîte et j'ai commencé à investir dans les startups. Et tu reproduis toujours la même stratégie que tu as utilisée dans les parkings, c'est-à-dire step by step. Step by step. Toujours. J'ai pas investi 100 000 dans un fonds. Ouais. J'ai investi plus de 100 000 d'ailleurs, mais dans 10 boîtes différentes. Ok, en direct à chaque fois? Ouais. Ok. C'est pas, je vais pas citer de nom, mais t'as des boîtes, tu sais, où tu peux mettre 300 €. Oui. C'est pas du crowdfunding, etc. C'est en direct. Toi, demain, tu montes une boîte, tu lèves 1 million d'euros, tu fais un tour de site, tu lèves 1 million d'euros. Moi, je vais dire, ok, je mets 15 000 ou 20 000 euros, par exemple, dans ta boîte, en échange de 1% du capital. Et en échange de connexions, de conseils, si tu as besoin, tu m'appelles, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça, tu es quand même en direct. proactif dans les investissements que tu fais dans les boîtes.
C'est-à-dire tu as une participation où mais comme tu dis, tu conseilles ou c'est plutôt passif? C'est passif, parce que souvent, ils sont dans le jus et ils vont pas penser à appeler Alexandre Lacharme qui a 1% de la boîte. Ouais. C'est clair. Donc, mais par contre, s'ils ont besoin, avec plaisir. Et prendre des cafés, se voir, prendre des news, envoyer des WhatsApp. Mais on se tutoie, c'est ambiance cool. Hein. C'est Ok. pas costard cravate et Oui, tout. oui, c'est start-up. C'est détente, tu vois. Et du coup, je me suis dit, voilà, maintenant il faut passer la seconde. Le parking, c'était l'intro. Pour moi, c'était vraiment le pied à l'étrier. Et maintenant, je veux passer la seconde et je veux investir dans des startups. Comme, tu vois, il y a une émission qui veut être mon associé, c'est à peu près ce que je fais. Donc j'ai beaucoup moins d'argent, bien sûr. Mais je veux le faire modestement. Aussi modestement que quand j'ai démarré à acheter un petit parking. Donc je l'ai fait modestement. J'ai mis des tickets de 10 000, 15 000, 20 000, parfois 5 000 quand c'est des potes. Et voilà, j'ai mis beaucoup de cash, vraiment par rapport à ce que j'avais. Ouais. J'ai mis 80% de mon cash. Ah oui. Et, ce qui fait bondir tous mes proches en disant parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en France, c'est l'IMO 100%. Les gens jurent que par l'IMO en France. Private equity, c'est un truc d'américain, quoi. Mais tu fais un peu comme ce que tu as fait avec l'immobilier sur les places de parking. C'est-à-dire au début, quand tu as commencé, comme J'avais tu fait nous as all-in. dit, tu as fait all-in, ouais. Ouais, c'est ça. Donc au final, tu reproduis un peu la même stratégie, step by step, mais en faisant en mettant quand même pas mal d'actions et d'argent en place, quoi. Et du coup, par rapport aux investissements que tu as fait dans la startup, comment tu fais pour sourcer les deals? Est-ce que tu as accès à un réseau particulier? Est-ce que c'est sur des plateformes que tu trouves les deals? Comment ça se passe un peu? Ouais, c'est une très bonne question. Je fais partie d'un réseau de plusieurs, de 2-3 réseaux de business angel. Et pareil, j'y suis allé au culot. Hein. Toc, toc, toc. Enfin, digitalement. Hein, mais toc, toc, toc. Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai sorti un bouquin. Je t'envoie des podcasts où je suis passé. Voilà mon histoire. Ah, super intéressant. Viens, on s'appelle, viens, on se rencontre. Et quand tu dis la vérité, quand tu parles vraiment avec le cœur, tu dis la vérité comme là je le fais, les gens, soit ils t'aiment pas, ils disent ouais, lui, laisse tomber, ou soit ils kiffent. Ouais, Mais tu vois, moi je parle toujours comme ça, et là ça a matché, ça a fité. Il m'a dit bah écoutez, le bienvenu et tout. Il pensait que j'allais investir une fois ou deux, il s'est dit ah, lui, c'est un petit. Ouais. Et finalement, il m'a invité au classement des 100 meilleurs business angels parce que j'ai investi 130 ou 50 000 balles, tu vois. Ok. Donc, ce qu'il faut, c'est l'humain en fait. Et donc, j'ai sourcé via un réseau. J'ai sourcé aussi sur LinkedIn. Maintenant, j'ai pas mal de deal flow, comme on dit, de deals qui arrivent pour une raison simple, c'est que j'ai communiqué dessus. Ok. Je me suis dit, tant qu'à faire, vu que j'ai mis beaucoup de cash et que ce cash, je le reverrai dans 3 ou 5 ans, dans le meilleur des cas, sauf si la boîte se crache, autant que ça me serve. Donc, du coup, j'ai communiqué dessus en disant je suis investisseur dans telle boîte. Du coup, les gens qui scrapent sur Wallaxy, sur Sales Navigator, LinkedIn, ils tapent Business Angel, machin, ils tombent sur moi. Ok. Donc, ils m'envoient leur truc. Soit ça m'intéresse, soit je dis écoute, j'ai plus d'argent pour investir. Si ça fit à fond, on se fait un Google Meet. Si ça fit encore plus lors du Google Meet, on se rencontre. Et du coup, ça me fait d'autres potentiels. Des gens qui achètent le livre, des gens qui achètent mes formations, des gens avec qui je vais acheter un parking. Et en fait, je crée un cercle vertueux où le fait d'être business angel m'apporte énormément de visibilité et de contacts. Et avec ces gens-là, je fais du business. Ouais, clairement. C'est incroyable. Alors qu'il y a encore un an, j'étais salarié, hein, les gars. Ouais, j'avais mon boss qui m'appelait. Ouais, t'as appelé Madame Michu, au fait. Et maintenant. Ok, donc ouais, ça t'a apporté finalement de rentrer dans ce cercle des business angels et de financer des projets. Ça t'a apporté aussi une toute autre visibilité et un réseau que t'avais pas avant, quoi. C'est ça. Ok. Et ok, donc très clair. Donc t'as pu intégrer des réseaux de business angels. Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible pour les entre guillemets les gens qui nous écoutent, qui sont pas forcément tu vois, full-time investisseurs comme toi qui vivent de leur rente, etc. Mais j'en sais rien, ils ont un poste de cadre, ils gagnent bien leur vie, ils ont du cash à placer. Est-ce que c'est réalisable de rentrer dans un réseau de business angel comme ça, ou est-ce que c'est un peu, entre guillemets, fermé Ouais, c'est une très bonne question, parce que plein de gens se posent la question. En réalité, c'est possible.
surtout avec les nouveaux clubs qui existent. Tu sais, il y a des nouveaux clubs. Là, c'est ça. Voilà, par exemple, où tu peux rentrer avec beaucoup moins. Et c'est la cible de ces clubs-là, Bien sûr. ce dont tu parles. Les gens qui se disent, est-ce que je mets dans l'IMO, dans l'assurance vie, dans les cryptos et tout. C'est exactement la cible. Donc, avec ces réseaux, tu peux. Il y a plusieurs strates de business angel. Donc, ces réseaux-là, tu peux. Il y a le crowdfunding, c'est pas vraiment de business angel. Bon, c'est autre chose. Mais disons que oui, investisseur avec ces réseaux-là, tu peux. En fait, ce qui se passe en réalité, pour que les gens comprennent, c'est que tu n'investis pas en direct dans la boîte quand tu mets 2000. Bien sûr. Il y a une tu investis dans ce qu'on appelle un SPV, c'est un véhicule financier. C'est en fait, c'est une holding, c'est une boîte. En fait, c'est un club deal. C'est-à-dire que toi, tu es entrepreneur, tu as ta startup, par exemple. Tu vas passer par ces réseaux-là. Ils vont créer une société où ils vont mettre 50 investisseurs et cette société va venir à ton capital. Bien sûr. Va prendre des parts dans ta boîte. Donc en réalité, il y a un intermédiaire entre le petit porteur qui met 2000 et toi, la startup. Il y a cet intermédiaire qui structure la société et qui prend des frais aussi. Moi, c'est un peu différent. Moi, ma société prend des parts directement en direct avec la boîte. Le problème de ce schéma, c'est que ça demande des tickets plus élevés. Ouais, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'entrepreneur ne veut pas avoir une table de capitalisation avec trop de petits porteurs. Ouais, c'est normal. Parce que s'il dit OK les gars, c'est 500 balles pour rentrer et qu'il a 500 investisseurs, c'est juste l'enfer. Ouais, c'est Donc horrible. il préfère avoir 10 investisseurs qui sont des gens qui mettent au minimum 20 000 euros par exemple. Donc moi, dans les trucs où je suis, ça demande quand même un peu plus de cash, mais t'as des jeunes. J'ai un pote qui a 24 ans que j'ai rencontré dans mon réseau. Il a 24 ans et c'est un malade. Il est incroyable, j'adore. Et donc, il y a des gens de 30 ans. Donc, ça se rajeunit beaucoup. Et le ticket pour mettre en direct baisse beaucoup. Il y a encore quelques années, c'était 50 000 minimum. Ouais. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers un 10 000. Ok. Vers un 10, 15 000, 10 000, ouais. Donc Bon. ça, là, c'est plus accessible. Tu vois, un cadre qui a la quarantaine, qui gagne de l'argent, il a 150 000 sur le compte, il peut mettre un 10K, tu vois. Ouais, clairement. Parce que j'allais dire, bon, si t'as que 10K sur le compte, c'est pas conseillé de mettre 10K juste dans une startup non. parce que... Mais oui, si on commence à avoir un peu de cash... mais c'est pas culturel. Mais c'est pas dans la mentalité française. Ah non. Enfin, ouais. Pas du tout. Parce que c'est risqué et qu'en France, c'est IMO pur. Ouais, clairement. Assurance vie aussi. Ouais, je pense, mais comme tu disais, je pense que c'est un peu en train de changer, surtout avec la ça bouge. nouvelle génération. Et puis, j'ai l'impression qu'on arrive dans une phase où c'est presque hype. Tu vois, tu t'en parlais, il y a une émission de télé maintenant qui parle de ça. Ouais, c'est hype, mais grave. Ça aurait pas été possible il y a quelques années, quoi. Maintenant, il y a une émission de télé qui parle de l'investissement dans les startups, quoi. C'est un lifestyle maintenant. Les business angels, c'est un lifestyle. Tu vois, tu regardes dans l'émission, t'en as un qui a une trentaine d'années. C'est hype. Après, c'est une hype qui coûte cher. Ouais. Tu peux te retrouver en slip. Oui, non, mais clairement. Parce qu'il faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais ça peut être du personal branding aussi pour certains, mais il faut avoir l'air insolite quand même. Mais oui, t'as raison. Il y a une hype. Ok. Et donc, trop cool. Est-ce qu'il y a des secteurs, toi, du coup, que tu privilégies dans tes investissements en startup ? Est-ce que tu as une appétence pour un certain secteur et tu vas mettre, entre guillemets, tes billes dans le même truc ? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas beaucoup diversifier ? Ça se passe comment ? Je kiffe tu vois, c'est mon côté IMO comme vous. Je kiffe les business physiques. Ouais. C'est mon côté IMO. Ouais. J'ai besoin de toucher la pierre, de voir le produit, le rentrer de. Tu vois, tu mets un truc full Web 3, je suis pas bien, je suis en PLS. Ok. Ouais, full crypto, full Web 3. Oh, où va mon argent ouais. Les mecs, ils ont 18 ans, ils percutent plus vite que moi, je comprends rien à leur discours. Je suis pas bien. Ouais, par contre, tu montres une chaîne de boulangerie. J'ai investi dans une chaîne de boulangerie là. Tu montes, tu vois, je sais pas, un Pokawa, un truc, enfin, tu vois, une chaîne de resto, de machin, où tu dis, ouais, écoute, tu vois, là, Alex, alors il y a la roadmap, on en ouvre un à Toulouse, 2 à Toulouse, 1 à Montpellier, ensuite on va aller à Paris, à Lyon, dans 3 ans, on relève des fonds, on va aller en Europe, on a tel gros investisseur, le concept, c'est ça.
Je mange la bouffe, c'est super bon. Ouais. L'équipe est top. Feu. J'ai fait 3 restos là. Ok. J'ai fait une chaîne de boulangerie. J'ai fait une chaîne un resto, une cantine marocaine un peu inspirée de Marrakech. Trop super beau. Ok. Voilà. Et un resto italien qui va sortir de terre là, à la fin de l'année. Ok. Et en gros, j'adore ces business-là. J'ai fait aussi un peu dans la tech. J'ai fait un CRM pour gérer les commerciaux. Ouais. J'ai fait des boîtes un peu qui agrègent tes comptes. Tu peux te connecter. Tu peux connecter des applis, tu peux connecter tes comptes. Banking, ce genre d'appli, quoi. Un peu dans le même genre, mais plutôt après pour donner du conseil financier. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas connecter, tu vas mettre ton patrimoine. J'ai tant dans l'IMO, tant dans la bourse et tout. Et du coup, ça t'apporte des suggestions, etc. Donc là, c'est purement de la tech, fintech. Donc j'ai fait un peu de fintech, j'ai fait le CRM, la bouffe. Donc je suis à l'aise avec le B2C. Ouais. J'aime bien le commerce, j'aime bien le particulier. Je suis pas que full B2B, SaaS, etc. Même si le SaaS, l'avantage, c'est que tu as du récurrent. Et le parking, j'ai du récurrent. J'adore le récurrent. Et c'est rassurant d'investir dans un business où il y a de l'abonnement, quoi. Ouais, clairement. Ça, c'est sûr. Ça rassure. Et il y a un truc que je me dis dans les boîtes dans lesquelles tu investis, c'est que, par exemple, un resto, on va pas attendre d'un resto qu'il ait la même rentabilité qu'un SaaS, justement, ou qu'une boîte tech. Donc, est-ce que ça se retranscrit aussi, toi, dans les tickets que tu mets? C'est-à-dire que, est-ce que si tu mets un ticket pour le même montant, hein, globalement, mais est-ce que si tu mets un ticket dans un resto, tu vas pouvoir t'attendre à avoir plus de parts que si tu mettais le même ticket dans une boîte web? Ou comment ça se traduit un peu tout ça? C'est par rapport à la valorisation de la boîte. La boîte, elle vaut... En fait, il y a une valorisation de la boîte. Imagine la boîte, elle vaut 2 millions d'euros. Du coup, ta boîte, elle vaut 2 millions. Donc, si tu mets 20 000, tu fais le ratio. Ouais, c'est ça. Mais concrètement, un resto va en tout cas avoir tendance à être moins valorisé qu'une boîte du web, quoi. Ça peut, ouais, c'est vrai ce que tu dis. C'est très variable. Parfois, la valo est trop... Moi, tu sais, j'étais nul au départ. Hein. Maintenant, je me suis formé sur le tas. Je suis autodidacte dans les startups. Ouais. Donc, au début, je recevais le contrat. Je transpirais comme si j'avais couru 20 minutes. Hein. Donc, je suis totalement autodidacte. Mais oui, tu as raison. Effectivement, souvent, les boîtes un peu très tech survalorisent. Tandis que les restos... Mais c'est pas forcément vrai. Mais donc, il faut regarder la valo de la boîte et voir si tu n'achètes pas trop cher tes parts, tes actions. Bien sûr. Et après, il y a plein d'autres statuts qui sont intéressants que je suis en train de développer. C'est le statut advisor, c'est-à-dire d'acheter moins cher tes parts et d'apporter du conseil. Ouais. Et du coup, de monétiser ton apport de conseil en achetant moins cher des parts. Ouais, donc d'être d'écouter vraiment jusqu'à actif. Ouais. moins 90% parfois les parts. Donc là, c'est un truc qui existe très peu en France. Et je suis avec un avocat en ce moment pour essayer de le mettre en place, pour proposer à des boîtes d'être advisor. Et du coup, parce que de toute façon, j'ai beaucoup moins de cash qu'avant, là, j'ai beaucoup investi. Et parce que j'ai pas investi avec la dette, c'est mes fonds propres, hein, dans les startups, j'ai pas fait un crédit. Ouais, bien sûr. Et du coup, d'acheter moins cher mes parts, mais de les aider, notamment avec mon expérience de commercial de 12 ans, ma vision marketing, etc. Mais pour l'instant, dans les 10 boîtes, j'ai acheté les parts à la vraie valeur que tout le monde les a achetées. Donc, j'ai très peu de parts en réalité dans les business. Ok, ce sera intéressant de voir comment ça a évolué quand on aura les premiers retours sur investissement. Je te dirais, ouais, on pourra se refaire un round dans un an ou deux. Et, intéressant. Et je croise les doigts, hein, mais en tout cas, ça m'apporte pas de thunes pour l'instant, puisque j'ai pas revendu, je suis pas sorti. Vision long terme. Mais ça m'a apporté énormément de réseaux, de rencontres. Je vois une ou deux personnes par jour, quoi. Je viens de m'acheter un scooter là à Paris. Je suis un peu le cordonnier mal chaussé, j'avais même pas de deux roues. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai acheté un super scooter électrique, c'est le BM futuriste là. Ouais, je vois. Et c'est un jet ski le truc. Oui, ça va. Et comme ça, c'est un truc de fou. Et du coup, je fais que des rencontres de malades, de mecs qui créent des boîtes dans l'IMO, des trucs. Ouais, passe au bureau, boum, ok, j'arrive. Et du coup, il y a aussi ça, l'avantage, c'est que ça t'ouvre des portes. Ok. Bon, en tout cas, trop cool d'avoir partagé un peu ton expérience là-dessus. Je pense que c'est un sujet, faudrait limite faire plusieurs épisodes à part entière pour parler. Il faut faire un podcast dédié à ça. Un podcast même dédié quand à tu ça. veux, une fois que j'aurai un peu plus d'expérience, c'est que j'aurai déjà des premiers exits, soit où je perds de l'argent ou je gagne. Quand vous voulez, on en refait un, mais il faut en faire un dédié parce que c'est super intéressant. Il n'y a pas de contenu sur ça. Ouais, très peu. C'est vrai que très peu. Alors que l'IMO, c'est vrai que maintenant, c'est quand même beaucoup plus démocratisé. Ouais. Quoi.
En tout cas, merci beaucoup Alexandre Ouais. pour ton partage. Ouais. On arrive sur les questions un peu de la fin. Est-ce que du coup, tu aurais des ressources à partager à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent sur soit l'investissement dans les parkings. Alors, je pense qu'il y a une ressource toute trouvée C'est mon bouquin, ouais. qui est ton livre. Et peut-être du coup, vu qu'on a abordé ce sujet-là aussi dans l'investissement sur les startups, est-ce que il y a un truc, toi, quand tu as fait tes propres recherches qui t'a aidé un peu à y voir plus clair ou pas spécialement? J'essaie de mettre du contenu un peu sur Insta, sur les startups. Je vais le faire de plus en plus sur LinkedIn. Vous pouvez aller me suivre. J'ai pas lu un bouquin. J'aurais aimé. Hein. J'aurais beaucoup aimé. J'ai pas lu un bouquin qui vulgarise l'investissement dans les startups, qui motive, qui vulgarise, avec une technique, tu vois, justement ce que je vous ai dit. Ouais. Les clubs, comment on fait, combien il faut mettre. C'est très pratique, quoi. Bah, c'est peut-être un truc que je vais écrire d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire, ça sera l'occasion d'en écrire un. J'attends d'être un peu plus expert. Dans l'expertise. Mais franchement, je serais hyper heureux d'écrire un bouquin là-dessus parce que je pense qu'il y a une grosse demande et ça intéresse beaucoup les jeunes. Et moi, mon focus, il est vraiment sur les jeunes. Hein. Le vieux riche, il m'intéresse moins. C'est plutôt... moi, mon focus, tu vois, c'est du 18-30 ans, quoi, 35 ans. Et du coup, je pense que ce serait cool d'écrire un bouquin agréable à lire, fun, pas cher, et qui explique tout ça, et en expliquant aussi les risques, et là où il faut aller par rapport à votre budget, quoi. Donc, il n'y a pas de bouquin qui existe. Pour avoir de l'info là-dessus, l'émission Qui va être mon associé, franchement, elle est cool. Je trouve que c'est assez cool. Après, le souci, c'est que c'est des gens très riches. Tu vois, c'est l'archevêque. C'est Ledger, c'est Feed, c'est voilà. Bistro Régent. Qui peut s'identifier à un mec qui met des 200 000 comme toi, tu mets 200 euros, quoi. Donc, c'est sûr. Moi, j'aimerais arriver sur proposer du contenu pour des gens lambda. Pour les particuliers. Encore plus que Feed, tu vois, Anthony. Lui, il le fait déjà très bien, d'ailleurs. Mais moi, j'aimerais le faire encore plus comme ça, dans ce même état d'esprit. Donc non, en tout cas, vous pouvez me suivre sur les réseaux. Après, à moi de créer ce contenu-là, je pense. Et puis, renseignez-vous sur les clubs existants. Faites de l'IMO avant. N'allez pas sur ça direct. De toute façon, oui, je pense que si tu n'as jamais investi, c'est pas forcément le conseil de direct. C'est pas ce que je vous conseillerais. Hein. Et quel est justement le conseil que tu donnerais si on devait retenir qu'un seul conseil pour démarrer dans l'immobilier, ça serait lequel? Selon toi? Faut commencer petit. Eh bien, très bien. Faut commencer petit pour évacuer les peurs. Très bien. Je suis totalement la peur, c'est le pain numéro 1. Tu commences petit. Tu vois, je parle des parkings, mais je suis pas non plus l'ayatollah des parkings. Hein. Ça peut être un petit appart, déjà. Ouais, un petit appart. Enfin, tu vois, moi, j'adore l'IMO. Je suis passionné d'IMO, hein, mais de tous les IMO. Ouais. Ça se trouve, dans 2 ans, je serai marchand de biens, si j'ai une opportunité. Mais commencez petit dans l'immobilier. Ne commencez jamais sur un trop gros projet. Moi, j'ai entendu plein de gens que j'ai rencontrés lors des séminaires qui m'ont dit, voilà, moi, je viens de démarrer en IMO, j'ai acheté un immeuble. Mec, tu vas te taper la toiture. T'as du cash de côté ou pas? Tu vas payer les 20 000 ou 30 000 de toiture? Le ravalement. T'as pas de copropriété. Comment tu vas gérer? Donc, commencez petit, faites preuve de bon sens. Faut bien s'entourer. Clairement. Parce que le plus grand danger, c'est un mauvais entourage qui va te dégoûter. Et ces gens-là, ils n'ont jamais investi. Donc moi, ce que je demande, c'est ok, j'entends ton point de vue, mais toi, tu as investi dans quoi? Et là, ça parle chinois. Ouais, moi, j'ai acheté ma maison il y a 30 ans. Et voilà. Mais tu vois ce que je veux dire, vous voyez, Alex et Thibaut, c'est que faut faire super gaffe à ça. C'est que souvent, tu as des gens qui vont critiquer. Oh, mais ah là là, tu investis dans l'immobilier, mais imagine, tu n'as pas de locataire. Oh, mais tu crées une entreprise, mais c'est dangereux. Et soit c'est leur propre peur qui mettent sur vous. Oui, parce que c'est pas. Soit c'est leur propre jalousie. Ouais, parce que il y a beaucoup c'est horrible. J'allais dire, c'est pas forcément mal intentionné, parce que des fois, ça peut venir de tes proches, et c'est pas forcément de la jalousie si c'est tes parents, par exemple. Mais comme tu dis, ça peut être les peurs. C'est ça, c'est des peurs qui peuvent refléter sur toi après. C'est des peurs. C'est ça. Donc soit tu as la peur,
mais qui est sous de la bienveillance. Hein, c'est tes parents. Mais c'est qu'ils ont peur, en fait, et du coup, ils disent, oh là là, moi j'ai peur, donc si j'ai peur, je vais lui donner ma peur pour qu'il ait peur aussi. Soit c'est des gens toxiques, c'est de la jalousie, parce qu'ils sont frustrés. Eux, ils n'ont pas une thune, et toi, ils te voient gagner de l'argent, faire des podcasts, développer des boîtes, et eux, ils ont la langue pendue. Donc, faut vraiment avoir un super entourage. Commencer petit, bon entourage, et bien se motiver, bien se former. Voilà, faites du sport, lisez des bouquins, écoutez votre podcast à vous, dans les oreilles, en faisant un peu de sport, tu vois, et après ça se passe bien. Bon, trop bien. Super, merci Alex. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Tout à l'heure, tu avais dit qu'on pouvait te retrouver sur LinkedIn, Instagram. Insta, c'est bien, Instagram. Je fais pas mal de contenu. Donc c'est Alexandre Lacharme tout attaché. Ouais, Alexandre Lacharme tout attaché. Très bien. Très bien, de toute façon, on mettra le lien aussi dans la description de l'épisode. Dernière petite question, est-ce que tu penses à des gens qui seraient intéressants pour qu'on les invite sur le podcast? Est-ce que tu as des gens dans ton entourage qui auraient des choses intéressantes à partager pour l'audience, quoi? Ouais, pourquoi pas. J'ai un copain qui s'appelle Mathéo, qui a monté une boîte il fait des travaux. Ouais. Ok. On n'en a pas eu en plus. Il fait des travaux, il est assez chaud. Il a monté une boîte où il fait de la rénovation, etc. Il a commencé par des parkings. Lui, après, ça l'a saoulé, il a lâché. Mais c'est quelqu'un de bien. C'est un jeune. Il va avoir 26, 27. Ok, 26. Trop cool. Tu m'envoies un DM, je te connecte avec. Ok. Si tu as besoin. Et qui joue à d'autres dans l'IMO. Oh, j'en connais pas mal. Hein. Je me doute. Dans l'IMO, ça fait 10 ans que tu fais ça. Ouais, j'en connais pas mal. Tu as des avocats aussi, investisseurs. Ouais. Intéressant, tu vois, le côté juridique. En fait, tu vois, travaux, c'était très bien trouvé parce qu'on n'en a pas encore fait justement avec un expert des travaux, donc ça peut être méga intéressant. Et ouais, après, le côté juridique. Mais bon, on s'écrira. Mais de toute façon, on se tiendra au courant. Et c'était un grand plaisir, les gars, de faire cet épisode avec vous. Et franchement, top vos questions. Et avec plaisir pour se voir quand moi je viens dans le sud, vous passez à Paris. Voilà. Trop cool. Merci à toi. Hein. Franchement, c'était méga intéressant. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, Alexandre. Ouais. Merci à vous. C'était un plaisir. Ciao.